Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo bilan du mois de mai 2021. J'ai été un peu absente sur ma chaîne ces derniers temps et je m'en excuse. J'ai une fin d'année plutôt chargée et je suis au fait en train de vous tourner un bookshelf tour où je vous présente mes livres un par un avec des introductions courtes de 10 à 20 secondes, mais je me rends compte que ça prend quand même pas mal de temps, c'est assez chronophage. Et je suis au fait en train de terminer la rédaction de mon mémoire, ce qui me prend pas mal de temps en plus étant donné que je continue de travailler à côté. Mais je voulais quand même faire cette vidéo comme à chaque début de mois où je vous parle un petit peu de mes lectures du mois passé. Une dernière chose, si vous entendez des bruits à l'extérieur, vous m'excuserez, je filme tout avec la fenêtre ouverte étant donné que j'ai très chaud aujourd'hui. Alors, ma première lecture, il s'agit de Capitalist Realism, Is There No Alternative de Mark Fisher. Mark Fisher, c'était un théoricien plutôt orienté à gauche, politiquement pour le coup anglais, qui est encore beaucoup lu au Royaume-Uni aujourd'hui, qui avait notamment un blog jusqu'à son décès il y a quelques années. Et il s'agit ici d'un de ses ouvrages les plus connus qui sont publiés chez Zero Books. Et ça va au fait parler de notre réalité quotidienne dans un système capitaliste et plus précisément de pourquoi on n'arrive plus à s'imaginer une réalité en dehors des constructions capitalistes, en dehors des constructions néolibérales actuelles. Il va parler notamment des effets de la fin de l'Union soviétique sur la gauche en Europe et ailleurs, et de pourquoi aujourd'hui, indépendamment d'avoir une idéologie à gauche ou quoi que ce soit, on a tellement de peine à s'imaginer un monde qui ne soit pas tourné vers le profit, vers le travail constant, vers des inégalités sociales qui finalement sont naturelles à nos systèmes de production actuels. Et il va surtout parler de réalisme capitaliste. Donc il va expliquer comment finalement le capitalisme conditionne nos vies de façon quotidienne, et il va notamment beaucoup parler de bureaucratie. Donc c'est un livre super intéressant, c'est un livre qui répond bien à cette citation de Zizek qu'il met au début, où il explique justement que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est un livre où il va prendre des exemples également de films apocalyptiques où le système capitaliste régit toujours jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant dans le contexte d'aujourd'hui, après avoir vécu une pandémie où, si l'on réfléchit bien, le but premier dans la majorité des pays, ça a été de conserver les chaînes de production, ça a été de passer au télétravail le plus rapidement possible, de continuer à maximiser notre productivité tout en mettant un frein à toutes les activités qui nous font en quelque sorte vivre et qui nous donnent du plaisir. Donc un livre très intéressant, je crois qu'il a été édité en français. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Mark Fisher, parce que je trouve vraiment que c'est un penseur qui avait une réflexion hyper intéressante. Il y a beaucoup de choses qui sont traduites sur internet, qui sont disponibles en PDF également en français. Donc voilà, une lecture plutôt engagée, plutôt intéressante et qui permet un petit peu de répondre à des questions qui sont tout à fait pertinentes dans le contexte actuel. Alors ensuite, j'ai lu 3 gouttes de sang de Sadek Hedayat. Sadek Hedayat est un auteur iranien qui a notamment été le traducteur de Kafka vers le farsi et qui a vécu de nombreuses années en France. Si vous regardez un petit peu sa vie, c'est très intéressant puisqu'il était issu d'une très bonne famille iranienne, qu'il est ensuite parti en France pendant de nombreuses années où il a notamment fréquenté Cocteau, c'était le tout Paris du début du XXe siècle si vous voulez, avec de nombreux artistes, avant de se suicider en 1951. Donc c'est une vie très troublée et ça se ressent dans l'écriture de ce recueil de nouvelles. Moi j'ai été personnellement tout de suite séduite par le titre 3 gouttes de sang. Ça donnait quand même un côté assez sinistre à ce recueil de nouvelles et je n'ai pas été déçue. Si vous voulez, ça m'a fait autant penser à Poe qu'à Faulkner par moment, qu'à Kafka, qu'à Baudelaire même par moment. J'ai trouvé ça très sombre, c'est très noir, c'est également très poétique. Il y a un côté surnaturel sous-jacent tout du long et c'est plusieurs nouvelles quand même relativement courtes qui vont être chacune très très différentes. Par exemple, une des meilleures nouvelles de ce recueil est écrite du point de vue d'un chien mais qui vont être hyper glauques. Alors ça va être le point commun de toutes ces nouvelles, c'est qu'on va parler de mort, on va parler de maltraitance, on va parler de masochisme, on va parler d'assassinat. Bref, il y a vraiment tous ces aspects peu reluisants de la société iranienne du début du XXe siècle qui y sont abordés. Également la religion. Il y a également une nouvelle qui parle de zombies. Enfin bref, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça cauchemardesque également. Et j'aimerais vraiment lire plus de choses d'Hedayat. Son livre le plus connu, c'est La Chouette aveugle.
mais je ne l'ai pas trouvé disponible aux éditions Zulma comme 3 gouttes de sang. Mais je pense qu'il aurait vraiment mérite à être un peu redécouvert aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un grand écrivain qui est un petit peu tombé, je dirais pas aux oubliettes, parce que quand on recherche de la littérature iranienne, on tombe quand même assez rapidement sur lui. Mais je trouve pas qu'il est assez lu aujourd'hui quand même, et je trouve que ça vous donne également une magnifique opportunité de découvrir un petit peu la littérature persane. Ensuite, j'ai lu de la littérature japonaise avec Un amour insensé de Junichiro Tanizaki. Tanizaki, notamment à travers son essai L'âge de l'ombre ou sa nouvelle Le tatouage, est un auteur que j'apprécie beaucoup, et c'est également un auteur qui va toujours parler de choses un petit peu particulières, notamment de fétiches qui sont toujours très apparents dans ses nouvelles et dans ses romans. Et Un amour insensé ne déroge pas à la règle, puisqu'il s'agit d'une relation, disons-le, je pense pas qu'on puisse qualifier ça d'histoire d'amour extrêmement malsaine entre un fonctionnaire d'une trentaine d'années, Joji Kawai, qui vient s'installer à Tokyo et qui tombe sous le charme d'une jeune serveuse de 15 ans. Cette jeune serveuse, qui s'appelle donc Naomi, va tout de suite le séduire, et il va devenir obsédé avec cette idée de la posséder, et vraiment immédiatement c'est une attraction qui est de nature sexuelle. Comme elle est, même pour le contexte culturel, très jeune, il va d'abord l'engager comme domestique avant de l'épouser, donc tout de suite on aura des dynamiques de manipulation et de pouvoir qui vont aller dans le sens de Joji plutôt que dans le sens de Naomi. Mais vous n'allez pas retrouver une histoire à la Lolita dans ce roman, bien qu'il soit très critique, et il n'y a à aucun moment par ailleurs une idéalisation d'une relation qui est quand même fondamentalement pédophile. Vous allez surtout avoir une réflexion sur l'ère Taisho. Il est important de savoir que cette nouvelle se passe justement à l'ère Taisho parce que c'est une grande période d'ouverture vers le Japon, et il y avait notamment une mode dans les années 20 et 30 des modern girls, moga en japonais, qui étaient des femmes qui choisissaient de s'habiller à l'occidental, d'écouter du jazz, de fréquenter certains lieux extrêmement occidentalisés. Et autant la vie de Joji que celle de Naomi est définie par cette fascination pour tout ce qui est occidental, pour tout ce qui est étranger. Ils vont à tout prix vouloir rentrer en contact avec des occidentaux, notamment des Américains qui habitent à Tokyo. Et Naomi a la particularité d'avoir un physique plutôt eurasien. Elle n'a pas l'air d'être totalement japonaise. En plus, elle a ce prénom Naomi qui existe tout à fait au Japon, mais qui est également un prénom qui existe en anglais, en français. Bref, et Joji, il va tomber sous le charme justement de ce côté moderne, de ce côté occidentalisé de Naomi. Une autre particularité de ce roman, c'est que Naomi, elle va pas se laisser faire, si vous voulez, et elle va mettre en place sa propre vengeance contre Joji Kawai. Ça va être extrêmement malsain. On va tomber sur une situation finale où finalement ni Naomi ni Joji ne sortent vainqueurs. On est dans une relation extrêmement malsaine où chaque personnage se nourrit et chaque personnage abuse d'une certaine façon de l'autre personne. Donc vraiment il y a peu d'auteurs qui peuvent écrire avec autant de brio, de finesse, de beauté aussi, puisque la plume dans ce livre est extrêmement belle. Il y a très peu d'auteurs qui peuvent le faire, et je pense que Tanizaki en fait partie. Donc ne le lisez pas forcément en pensant que ça va juste être quelque chose d'hyper glauque sur cette relation malsaine entre un trentenaire et une jeune fille de 15 ans. Il y a de ça, mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Il y a aussi toute une réflexion sur l'Occident, sur le Japon. J'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai trouvé que ça montrait tous les paradoxes qu'il y a dans la culture japonaise vis-à-vis de l'Occident, qui sont, puisque le Japon est dans une relation d'une part d'attrait évident pour l'Occident et pour les influences occidentales, tout particulièrement à l'ère Taisho, mais également de rejet et de volonté de vouloir conserver la culture japonaise et d'avoir un certain purisme par rapport à ça, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien représenté dans Un amour insensé, même si c'est un roman qui date un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement quand même assez véridiques, en tout cas que j'ai retrouvé dans mon expérience avec la culture japonaise. Donc une très belle lecture. Si vous voulez commencer avec Tanizaki, je vous conseille vraiment Éloge de l'ombre avant tout, pour bien comprendre sa pensée. Ça va également avoir un rapport avec Un amour insensé, mais si vous voulez lire un magnifique roman japonais du début du XXe siècle, lancez-vous sur celui-ci. Ensuite, j'ai lu Le regard féminin, une révolution à l'écran d'Iris Bray, un essai donc de la non-fiction qui a été publié il y a quelques années, et j'en ai beaucoup entendu parler dans des revues féministes, dans des blogs, donc j'avais déjà l'impression qu'il était bien ancré, disons, dans le paysage féministe francophone
en Europe, et les éditions Point ont lancé cette collection spéciale féministe et ont été suffisamment gentils pour m'envoyer quelques livres, dont celui-ci que je vous présente aujourd'hui. Iris Bray, dans cet essai, va beaucoup parler de female gaze. Donc le female gaze, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, dans les années 70, une féministe et spécialiste du cinéma, Laura Mulvey, a inventé le terme male gaze, où elle parlait, pour utiliser le terme freudien, de relations scopophiliques des hommes envers les femmes et de pourquoi les femmes à l'écran, au cinéma, et lorsqu'elles sont dirigées notamment par des hommes, sont souvent dépossédées de leur propre image et apparaissent à l'écran uniquement pour satisfaire certains fantasmes masculins. Et finalement, pourquoi juste le fait d'avoir une femme à l'écran, ça ne garantit en aucun cas une présence féminine et un réel apport de représentation. Iris Bray, elle va reprendre cette terminologie, mais elle va cette fois-ci parler de female gaze. Donc ça va être un essai qui est énormément sourcé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle va vraiment donner le titre de plein de films qu'elle va prendre comme exemple pour montrer autant des cas de male gaze mais également des cas de female gaze, donc des cas où les femmes ont eu droit à une réelle représentation à l'écran, ont eu droit de montrer, d'avoir une réelle personnalité dans un film, de ne pas seulement parler d'hommes, de ne pas seulement exister pour être belle à l'écran ou pour être une amante du personnage principal masculin. Donc il est extrêmement bien sourcé, ce qui me mène au point suivant, qui est que j'avais l'impression de ne pas être assez instruite, de ne pas être assez cinéphile. Alors j'aime bien regarder des films, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien m'instruire sur la culture cinématographique, mais c'est pas un domaine que je connais aussi bien que la littérature. J'ai pas non plus fait des études qui allaient dans ce sens, et donc c'est vrai que quand elle prenait des exemples qui étaient peut-être évidents pour elle ou évidents pour les personnes qui avaient vu les films, des fois j'étais un petit peu confuse et je comprenais pas très bien ce dont elle voulait parler, d'autant plus que c'est assez difficile quand même de passer d'un médium à l'autre, de passer du médium du film à l'écriture où on va tout simplement décrire ce qui se passe à l'écran. C'est jamais la même chose que de voir réellement des extraits, mais ça m'a orientée vers énormément de films. Ça m'a donné une très longue liste de films à voir et d'essais à lire, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça très complet. Je vais présenter un autre essai féministe dans cette vidéo qui m'a pas convaincue pour des raisons opposées, mais là justement j'ai trouvé qu'Iris Bray, elle développait réellement quelque chose de nouveau et elle arrivait vraiment bien à s'interroger sur tous les enjeux de ce female gaze et sur comment on a encore beaucoup de chemin à faire et comment les femmes ont finalement tout simplement droit à une parole plus importante au cinéma. Et pourquoi on a le droit d'aller un petit peu plus loin que les James Bond girls qui sortent de leur piscine en bikini, et on a le droit de sortir un petit peu de ces carcans artistiques. Donc également une bonne lecture, merci aux éditions Le Point. Encore une fois, j'ai trouvé ça complet, j'en suis ressortie plus éduquée, avec également de références à aller voir par moi-même, donc très contente. Alors là je vais vous parler d'une lecture courte mais qui m'a laissé quand même très mitigée. Il s'agit d'A Cup of Rage de Radwan Nassar. Je sais même pas s'il est publié en français à vrai dire, je l'ai vu tourner sur le booktube anglophone. Radwan Nassar est un écrivain brésilien, donc c'est traduit du portugais du Brésil. C'est une nouvelle extrêmement courte avec un synopsis extrêmement simple puisqu'il s'agit de deux personnages, notamment un homme marié qui a la cinquantaine et une jeune femme qui a entre 20 et 30 ans qui couchent ensemble. C'est vraiment vite fait, hein, c'est les 10 premières pages du bouquin, et qui ensuite vont passer le reste de l'œuvre à s'insulter. Donc en le voyant comme ça vous allez vous dire que c'est très court, mais c'est extrêmement dense. C'est des longues phrases alambiquées sur pourquoi ils se détestent, pourquoi ils s'aiment, comment l'amour est finalement tellement proche de la haine. Enfin vous pouvez voir que j'ai pas été particulièrement convaincue. J'ai trouvé ça hyper prétentieux, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Alors stylistiquement on sent qu'il y a une maîtrise pure de la grammaire et du vocabulaire qui fait que quand même il y a des phrases assez remarquables. Mais au niveau du fond, j'ai pas du tout aimé. Il y avait vraiment ce fantasme, j'ai l'impression, d'avoir cet homme qui est un propriétaire terrien plutôt conservateur qui couche et qui ensuite va détruire cette jeune femme qui elle est plutôt urbaine et plutôt féministe. Il va la dénigrer, il va l'insulter, il va la traiter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Alors ça veut pas dire qu'elle ne se défend pas puisqu'elle l'insulte profusément en retour,
mais j'ai pas trouvé ça intéressant. Je me suis beaucoup ennuyée. J'ai trouvé que pour quelque chose justement d'aussi court, ça m'a pris beaucoup d'heures de lecture parce que j'arrêtais pas de penser à autre chose au milieu d'une phrase. Donc j'ai pas du tout aimé ça. J'ai trouvé vraiment que c'est le genre de style qu'on peut qualifier de masculin, c'est-à-dire que c'est très froid, c'est très... je sais pas, c'est très égocentrique d'une manière. On a l'impression que l'auteur écrit ses propres fantasmes et que l'auteur se met forcément à la place du personnage masculin, pardon. Donc voilà, j'ai pas été particulièrement convaincue par cette lecture et j'ai pas envie de lire d'autres choses de Radwan Nassar. Alors, un de mes coups de cœur absolus pour ce mois, j'ai lu Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, qui fait partie, sauf erreur, de sa trilogie Auschwitz et après. Vous l'aurez deviné, il s'agit de littérature concentrationnaire, donc sur l'expérience du camp de concentration. Charlotte Delbo était une jeune réfugiée qui a été internée à Auschwitz avant d'être transférée vers un autre camp. Et elle a écrit sur son expérience juste après la fin de la guerre, juste après son retour à la vie civile. Mais elle a mis beaucoup de temps à oser au fait publier cette autobiographie. Je crois qu'elle a été publiée pour la première fois dans les années 60, parce que si vous voulez, enfin si vous ne savez pas, après la guerre et dans les années 50, il y avait vraiment un tabou sur les camps de concentration. Les gens avaient surtout envie, et c'est assez compréhensible, de reconstruire l'Europe. Et donc Charlotte Delbo, elle a voulu en quelque sorte garder ses mémoires pour elle jusqu'à ce que cela devienne absolument insupportable et jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle avait presque un devoir de partager ça avec les gens qui ne savaient pas. C'est pas du tout un livre qui va avoir une narration bien linéaire, bien chronologique. Ça va plutôt être des bribes. Charlotte Delbo, elle va également avoir un mélange de styles, c'est-à-dire que des fois ça va être autobiographique, des fois ça va être poétique, des fois ça va être de la prose également, et elle va décrire des moments dont elle se souvient, des moments qui l'ont particulièrement impactée alors qu'elle se retrouvait justement dans ces camps de concentration. Et justement le titre est déjà un indice, puisqu'elle va avant tout parler de ses relations avec ses camarades de déportation, qui ont pour la plupart péri dans les camps. Elle va surtout parler de cette promesse qu'elles se font l'une à l'autre, de revenir, d'essayer de contredire cette fatalité qui leur a été imposée, c'est-à-dire qu'elles étaient destinées à mourir, elles étaient destinées à travailler avec acharnement pour rien, à être humiliées au quotidien jusqu'à ce qu'elles soient finalement gazée et assassinée. Et elle explique pourquoi finalement cet instinct de survie n'a aucun sens d'un point de vue logique dans la situation concentrationnaire, mais est également essentiel à la survie. Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Il y a notamment un poème qui s'appelle Vous qui savez, où elle s'adresse justement aux personnes qui après la guerre vont finalement connaître ces expériences et comment on doit préserver cette mémoire, comment on doit l'utiliser pour étendre notre humanité de façon générale, hors du contexte de l'Holocauste, mais vis-à-vis de la souffrance humaine qui existe absolument partout dans le monde, comment on peut réussir à l'appréhender, à la comprendre pour mieux la combattre. Et autant j'ai lu La Nuit d'Elie Wiesel, j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi, et c'est des textes que je trouve absolument magnifiques. Il y a vraiment une place spéciale dans mon cœur maintenant pour ce livre de Charlotte, pour ce texte de Charlotte Delbo. Tellement je l'ai trouvé sincère, tellement je l'ai trouvé unique. Il y a vraiment des pages que je lisais les larmes aux yeux, tellement je trouvais ça absolument terrible, mais tellement Delbo réussissait finalement à nous transmettre cette vague d'empathie. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai adoré cette lecture. Adorer, c'est bien évidemment pas un très bon verbe peut-être, puisqu'il y a vraiment des pages très difficiles et je vous la conseille pas forcément si vous vous sentez particulièrement déprimé ou si vous avez envie de lire quelque chose d'un petit peu plus léger. Mais j'ai trouvé que c'était une expérience littéraire très forte qui m'a vraiment prise aux tripes. J'ai continué d'y penser pendant plusieurs jours et là rien que d'y penser j'aurais tellement de choses à dire. Mais j'ai trouvé ça excellent et si vous voulez également faire découvrir cette période de l'histoire à des adolescents, et je pense particulièrement à des adolescentes, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut leur parler, puisque d'un point de vue technique c'est pas forcément compliqué à approcher, mais ça reste quelque chose d'absolument magnifique et d'absolument bouleversant. Alors autre lecture d'un auteur japonais qui a fait une relecture que j'ai faite dans le cadre de mon mémoire, puisque ça rejoint un petit peu le sujet dont je parle.
Love and Pop de Murakami Ryu. Alors Murakami Ryu, c'est un auteur que je vois beaucoup tourner sur le Bookstagram et le Booktube. C'est un auteur qui laisse les gens assez mitigés. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui détestent. Personnellement, je le trouve très inégal. Il y a certaines de ses œuvres auxquelles j'ai pas du tout adhéré, que j'ai trouvé tout simplement pas bien écrites et absolument pas convaincantes. Mais Love and Pop, je l'avais aimé lorsque je l'ai lu, c'était il y a quand même 10 ans, je devais avoir 15-16 ans. Et je l'ai encore aimé aujourd'hui, 10 ans plus tard, et avec des connaissances un petit peu plus approfondies sur le Japon. C'est un livre qui va parler d'un phénomène spécifique au Japon et tout particulièrement à la société japonaise des années 90 et 2000, c'est l'Enjokosai. Si vous voulez, Enjokosai, ça se traduit par échange de services payants. Et ce que cela signifie, c'est que très souvent des jeunes filles, des mineurs, des lycéennes vont avoir des rendez-vous, des dates avec des salaryman de 30, 40, 50 ans qui vont être en apparence absolument pas sexuels, même si bien sûr cela peut par la suite mener à des formes de prostitution plus traditionnelles. Généralement ça va être aller au karaoké ensemble, manger ensemble, ça va vraiment être offrir sa présence en échange d'argent, de sac à main, de téléphone. C'est à replacer également dans le Japon des années 90, qui était un Japon post-bubble, qui était dans une situation de crise et de dépression économique, où il n'y avait pas forcément grand chose à faire pour obtenir de l'argent, et donc ces jeunes filles se sont retournées vers ces hommes d'affaires beaucoup plus âgés qui avaient un capital financier important. Dans ce livre, Murakami Ryu, il va suivre un jeune personnage, une jeune fille, maintenant je ne sais plus comment elle s'appelle, Hiromi, et son groupe d'amis. Et Hiromi, plutôt par curiosité que par intérêt financier, même s'il y a également de cela, va commencer à aller avec des rendez-vous avec ces hommes d'affaires. Et vous imaginez bien que parler de ça en littérature, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. C'est également quelque chose qui peut s'apparenter tout simplement à la prostitution infantile d'une certaine manière. Mais je trouve que Murakami Ryu le fait très bien. C'est-à-dire qu'à aucun moment il va, sauf peut-être quelques scènes qui effectivement vont dans ce sens-là, mais à aucun moment j'ai trouvé qu'il y avait du voyeurisme dans sa plume. J'ai trouvé qu'il sympathisait énormément justement avec ce personnage d'Hiromi, sans pour autant tomber dans le pathos ou tomber dans une certaine forme de paternalisme. Ah, ces jeunes filles déchues, ces jeunes filles qui n'ont plus de valeur aujourd'hui, il n'y avait pas du tout de cela. Au contraire, c'était plutôt une critique de la société japonaise dans son consumérisme et dans son hypersexualisation de jeunes filles, d'uniformes scolaires, ces gros problèmes vis-à-vis de la sexualité, le fait que ce soit une société en apparence asexuée, mais si l'on creuse un petit peu, qui a beaucoup de soucis et beaucoup de fantasmes qui sont réprimés d'une certaine façon et qui ressortent à travers une forme de violence envers les femmes. J'ai trouvé également qu'il dépeignait très bien, franchement pour un homme, la solidarité féminine, puisque Hiromi a un groupe d'amis et il va parler des hauts et des bas de ces relations entre jeunes filles, de la vie intime et de la vie cachée que l'on ne connaît pas, puisque l'Enjokosai se fait à l'extérieur de la légalité, si vous voulez, dans une zone grise, et donc forcément on ne va pas en entendre parler directement à la télévision et dans les médias. Il va également être très critique des médias, donc bref, je trouve vraiment que c'est un ouvrage de qualité sur quelque chose d'encore méconnu en Occident, puisqu'on a beaucoup tendance à tout simplement vouloir parler de la sexualisation de l'uniforme que l'on retrouve dans les médias japonais, que ce soit dans les films ou dans les mangas. Et là, on comprend un petit peu mieux d'où ça vient, de comment sont perçus finalement les lycéennes au Japon et comment la société japonaise a un gros souci d'hypocrisie en jouant sur cette carte de l'hypersexualisation dans les médias, dans les pratiques sexuelles quotidiennes, tout en étant hyper paternaliste, hyper patriarcal et en ne laissant finalement aucun autre exutoire d'expression à ces jeunes filles. Donc je trouve vraiment que c'est un livre super intéressant si vous vous intéressez à ce sujet et au Japon des années 90. Alors un autre essai qui cette fois m'a laissé absolument mitigée, je pense que vous l'aurez reconnu puisqu'il a beaucoup circulé en 2019.
Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Alors, rétrospective 2019, je sais cela fait très longtemps, c'était pratiquement une autre vie. Il y avait toute cette mode des sorcières qui a débuté aux États-Unis, j'ai l'impression, particulièrement dans le cadre de l'élection de Donald Trump, et qui petit à petit s'est transférée également en Europe. Et il y a eu réellement dans certains milieux féministes un engouement pour la figure de la sorcière, pour ce qu'elle représentait. Ça s'est démontré sous plusieurs formes. On peut également penser à Moi Tituba sorcière de Maryse Condé, dont j'avais parlé dans une autre vidéo, également à travers des comptes Instagram qui parlaient directement de pratiques de sorcellerie. Et c'est vrai que personnellement ça ne m'a jamais intéressée. Je suis quelqu'un d'ennuyeux, enfin je veux dire, je suis quelqu'un de très rationnel, je suis pas du tout dans, même l'homéopathie, je veux dire, j'arrive pas du tout à être convaincue par ce genre de pratique, donc lancer des sorts sur TikTok, je suis moyennement partante, et j'avais réellement pensé que cet essai de Mona Chollet allait parler de ça, allait parler de sorcière, puisque c'est dans le titre, il y a même, voilà, il y a même une sorcière sur son balai avec son petit chapeau pointu. Je ne l'avais pas lu pour cette raison, parce que je m'étais dit je suis pas le public cible, il n'y a pas finalement de raison pour moi de lire cet essai. Pourquoi je l'ai lu en 2021? Parce que je me suis aperçue qu'il y avait quand même, en étant plus objective et en se détachant des pratiques auxquelles on adhère pas forcément, mais qu'il y avait quand même tout un aspect féministe non négligeable dans la figure de la sorcière, ou plutôt dans les accusations de sorcellerie qui ont été envoyées aux femmes. Donc pendant très longtemps on a brûlé des femmes en Europe parce qu'il suffisait de les accuser d'être sorcières. On peut également réfléchir à toutes les choses qu'une sorcière représente, c'est-à-dire qu'elle va représenter le fait d'être une femme seule, elle va représenter le fait de ne pas avoir d'enfants, on va l'accuser d'avoir certaines pratiques qui rentrent pas dans les standards d'une société. Donc je me suis un petit peu réconciliée, si vous voulez, avec la figure de la sorcière, et je me suis dit bon bah pourquoi pas lire Mona Chollet. Et j'ai lu Mona Chollet et je trouve que le problème central avec ce livre, la question que je me suis posée à la fin, mais où sont les sorcières? C'est-à-dire que Mona Chollet, au début du livre, elle va beaucoup parler de sorcières, elle va beaucoup parler de pourquoi la figure de la sorcière est intéressante, pourquoi elle est utilisée dans le féminisme finalement depuis les années 60 avec des groupes comme Witch, je crois que c'est Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, quelque chose comme ça, donc un groupe féministe américain qui déjà reprenait le terme pour sorcière. Mais après je dirais les 100 premières pages, et encore j'ai l'impression que ça s'arrête un petit peu plus tôt. Ça part dans tous les sens, j'ai trouvé que ça partait absolument dans tous les sens, que ça va partir justement que ça va parler justement de thématiques qui ont un rapport à la figure de la sorcière, la femme seule, la femme qui vieillit, la femme qui a des cheveux gris, le rejet de la maternité. Il y a tout un chapitre sur le rejet de la maternité, et ce sont pas des choses forcément inintéressantes, bien sûr que ce sont des choses même extrêmement intéressantes et qui ont un rapport évident avec le féminisme aujourd'hui. C'est juste que je m'attendais réellement que ce soit une analyse précise tout du long de la figure de la sorcière. Alors bon, il y a cet élément là qui m'a laissé un petit peu mitigée, mais ensuite il y a le fait que j'ai trouvé que dans son dans son analyse, j'ai trouvé que ça restait quand même beaucoup en surface, c'est-à-dire que ça parlait de beaucoup de choses que je connaissais et de beaucoup de choses que l'on peut apprendre rien qu'en regardant un petit peu des vidéos YouTube sur le féminisme, ou en lisant des posts Instagram sur les sujets, en suivant par exemple des comptes Instagram qui parlent spécifiquement de rejet de la maternité. Alors en soi c'est pas un problème, et je voudrais dire au fait que je pense que ce livre, si vous insistez pas trop sur la figure de la sorcière et si vous vous attendez justement pas à une analyse seulement sur la sorcellerie, peut être un excellent ouvrage d'entrée dans le féminisme, un excellent ouvrage pour les néophytes. Après, si vous connaissez déjà un petit peu les bases et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus juteux, entre guillemets, que vous voulez vraiment un essai approfondi avec des références creusées, j'ai l'impression que Mona Chollet elle faisait également énormément de paraphrases, donc elle répétait surtout des choses qui ont été dites par d'autres féministes, vous pouvez, soit vous lisez Sorcière et vous allez regarder les sources qu'elle utilise, parce que du point de vue des sources, elle en a des excellentes,
soit je vous conseille vraiment d'aller vers d'autres auteurs et auteurices, plutôt auteurices pour le coup, qui vont avoir une analyse plus approfondie, peut-être plus traditionnelle également d'un point de vue académique, sur le féminisme. Et d'un côté, je pense que c'est important d'avoir ce genre d'ouvrage parce que tout le monde n'a pas le capital culturel ou les connaissances pour se lancer dans des essais extrêmement compliqués du premier coup. Et je pense que c'est fondamental d'avoir concrètement des choses qui permettent aux néophytes de mieux comprendre le féminisme. Du coup, Sorcière, je le recommanderais par exemple à des femmes un peu plus âgées qui ne se sont jamais intéressées forcément au féminisme auparavant, mais qui, je suis sûre, retrouveront des choses dans cet essai sur la maternité, justement, sur la vieillesse et tout le processus derrière. Mais pour moi, personnellement, en tant que lectrice, je m'attendais quand même à plus, je m'attendais à quelque chose de plus creusé. J'ai pas du tout retrouvé ce que j'ai trouvé dans des lectures, par exemple, de Beauvoir ou d'Elsa Dorlin, ou de théoriciennes, ou de Bell Hooks, pour donner un exemple américain. J'ai du coup été un petit peu déçue par cette lecture, sans être nécessairement en désaccord avec ce qui est dit dans le livre par ailleurs, mais j'aurais voulu quelque chose, voilà, d'un peu plus creusé, d'un peu plus innovant et d'un peu plus personnel également. Ensuite, j'ai lu Floorbots Parrot de Julian Barnes, qui est un auteur anglais, si je dis pas de bêtises, plutôt connu. J'avais lu Lettres anglaises, je crois, il y a très longtemps, de Barnes, que j'avais plutôt aimé. Et j'ai acheté celui-ci parce que, vous l'aurez deviné au titre, il parle de Flaubert. C'est l'histoire d'un médecin anglais absolument obsédé par Flaubert qui va à Rouen pour voir où Flaubert a grandi, où sa famille vivait à l'époque. Et au fait, il recherche un perroquet parce que dans un des derniers romans, maintenant je me rappelais, Un cœur simple je crois, il y a un perroquet, je l'ai pas lu par ailleurs, et au fait il y a 2 endroits qui ont des perroquets empaillés, et chaque endroit, comme ça peut arriver avec des accessoires de personnages célèbres, prétend avoir le perroquet original d'Un cœur simple, voilà c'est ça, d'Un cœur simple de Flaubert. Et du coup le narrateur va être absolument omnibulé par ce mystère et se dire voilà, où est le perroquet, quelle est la vérité derrière ça. Et il va partir à la recherche de la vérité sur le perroquet de Flaubert, mais bien évidemment ça ne parle pas que de ça. Il va aussi parler de toutes les relations amoureuses qu'a pu avoir Flaubert, de l'écriture de ses livres les plus connus, de ses voyages également à l'étranger puisque Flaubert a énormément voyagé, de ses rapports avec la famille, tout particulièrement de ses rapports avec la médecine. Fondamentalement c'était intéressant, mais c'est juste pas trop mon genre de livre. J'ai trouvé que c'était assez décousu, que c'était pas mal de petits fragments avec cette voix intérieure du narrateur qui voilà, explique toutes ses réflexions sur Flaubert, tout en révélant petit à petit également des choses sur lui-même. Donc on en apprend pas mal sur le narrateur au fil et à mesure qu'on avance. Mais j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant, encore une fois, c'est pas trop, je sais pas, j'ai pas trouvé ça assez dense. J'ai trouvé que c'était des bribes de la vie de Flaubert qui en soi m'intéressent, mais je sais pas si j'avais nécessairement besoin de toute la narration qui allait avec pour vraiment pouvoir y prêter attention. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ça, si ce n'est que des fois Barnes faisait des choses intéressantes avec le style, avec par exemple des acronymes qu'il inventait et qu'il décrivait dans un seul chapitre, mais j'ai trouvé ça assez redondant. J'ai trouvé qu'il y avait un pessimisme ambiant de la part du narrateur qui m'a un petit peu pesé au bout d'un moment. Du coup ça n'a pas été une lecture qui m'a marquée. Je l'ai lu sans aucune difficulté, mais je pense que dans un mois j'y penserai plus, et que c'est pas du tout un de mes livres préférés pour cette année. Ensuite j'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'en avais beaucoup entendu parler il y a quelques années. Il s'agit de l'histoire d'Achille et de Patrocle, donc ça prend place en Grèce antique, ça reprend un mythe de la Grèce antique et de la guerre de Troie. C'est une lecture commune que j'ai fait avec Margorito. Alors est-ce qu'il s'agit d'un mauvais livre? Est-ce qu'il s'agit d'un livre YA qui a absolument pas de style, qui est une copie de plein d'autres livres du même genre? Non. J'ai été surprise au fait par la qualité textuelle par moments de certains passages.
Tout d'abord j'ai trouvé le propos assez intéressant puisque c'est pas tous les jours qu'on va avoir des mythes de la Grèce antique qui sont présentés à un public plutôt jeune, un public plutôt général, d'une façon aussi moderne, notamment du fait que ce soit de la représentation LGBT, c'est-à-dire qu'Achille et Patrocle sont ensemble, c'est pas du tout ambigu, c'est pas non plus quelque chose que Madeline Miller a inventé, c'est la manière dont ils ont été représentés plusieurs fois dès l'Antiquité. Et au niveau du style, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. J'ai trouvé que Miller essayait d'avoir un peu cette prose homérienne qui ressortait par moments. Et si je devais un petit peu le décrire très rapidement, je dirais que c'est en quelque sorte de la fanfiction élevée. C'est-à-dire que si Madeline Miller n'est pas passée par fanfiction.net et LiveJournal et tous les sites qu'il y avait au début des années 2000 pour écrire de la fanfiction, alors je parie 500 € qu'elle a effectivement débuté sur ces sites-là. Ça se ressent, ça se voit, notamment dans la description du corps des personnages. Il y a quelque chose qui est juste... Si vous avez lu comme moi de la fanfiction de votre jeunesse, vous savez de quoi je parle. Les baisers qui sont comme le miel, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire ça se sent qu'elle est dans son élément, qu'elle l'a repris et qu'elle a réussi finalement à en faire un livre qu'elle a publié. Après pour moi, est-ce que c'est les choses que je lis habituellement? Est-ce que c'est de la grande littérature qui me bouleverse et qui me pousse à me confronter à l'art et à ses limites? Non, absolument pas. C'est un livre plutôt concentré sur l'action. Il y a d'ailleurs assez peu de descriptions, c'est quelque chose qui m'a manqué. Mais c'est rien d'extraordinaire en soi. Ça reste une lecture très agréable. Si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête, si vous n'avez pas envie de partir forcément dans un pavé hyper compliqué, là vous aurez des phrases très directes, vous aurez une action bien définie. J'ai l'impression qu'on ressentait quand même que Madeline Miller était plus à l'aise avec certains passages que d'autres. On rappelle quand même que c'est son premier roman. Par exemple les scènes d'action dans la guerre de Troie, quelque chose qui m'a un petit peu vexée. C'est à quel point Patrocle, au fait Patrocle est absolument pas remarquable comme guerrier dans ce roman, et par moments je le trouvais carrément nul. Et ça je pense que c'est plus Miller qui l'a rajouté, mais par moments je trouvais ça vraiment un petit peu exagéré. Également certains passages avec Achille, qui a beaucoup de scrupules au fait de potentiellement tuer des civils. Et par contre j'ai trouvé que les passages qui se concentraient vraiment sur la relation entre Patrocle et Achille étaient vraiment touchants pour le coup, qu'on sentait qu'ils avaient grandi ensemble et qu'il y avait une forme d'amour honnête entre les deux. Autre chose étonnante et assez positive, je m'attendais vraiment à des scènes de sexe peut-être un petit peu lourde ou je sais pas, ou graveleuse. Au fait pas du tout. Leur relation, même si elle est explicite, elle est totalement pudique, et je trouve ça assez agréable. Je trouve que ça a maintenu un côté sérieux à ce roman. Et par ailleurs la couverture anglaise, je trouve que c'est une catastrophe parce que j'avais l'impression d'acheter un roman harlequin. Pour le coup je trouve qu'elle mériterait mieux. Donc voilà, ça a été plutôt une lecture sympathique. Après est-ce que c'est de la grande littérature? Non. Est-ce que c'est quelque chose que je vais m'habituer à lire très souvent? Non, pas vraiment. Mais je trouve qu'on ressent également que Madeline Miller, elle a enseigné justement le grec et le latin, et qu'elle a cette volonté de vulgariser, de transmettre et d'intéresser. Et étant donné que ces deux matières, particulièrement le grec ancien, qui ont beaucoup souffert d'un élitisme passé et qui aujourd'hui peinent à trouver un nouveau public, c'est pas plus mal que ça finalement d'avoir peut-être une introduction d'une manière un petit peu différente. Ensuite on va terminer sur quelque chose de très fort. J'ai lu Le Ravissement de Lolwestein de Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est une autrice que j'ai découvert après de nombreuses années et en avoir entendu parler puisqu'elle est très connue. Je l'ai découverte l'année passée avec L'Amant. J'ai beaucoup aimé L'Amant. Ça a été une très bonne expérience de lecture. Et si j'ai aimé L'Amant, j'ai adoré Le Ravissement de Lolwestein. Je trouve le style encore plus particulier dans celui-ci. J'ai trouvé que c'était ardu. Alors Duras, c'est vrai que de toute façon elle a ce style, comment dire, elle a ce style très unique. Je pense que personne ne peut écrire comme Duras à part Duras réellement. Très nouveau roman, avec beaucoup de règles qui sont brisées en comparaison à un roman balzacien par exemple. Tout un jeu sur
la chronologie qui est inversée, sur l'intériorité des personnages, sur le fait que l'on ne connaît que très partiellement la vie des autres, et donc ces brins de réalisme et ces brins d'ambiguïté qui sont inscrits dans ce style qui est très elliptique, qui est très particulier, qui est avec ces phrases très longues qui peuvent des fois nous perdre, ce vocabulaire extrêmement spécifique par moment. Mais j'ai adoré. Je trouve qu'il m'a plus touchée que l'amant, peut-être parce que je me suis plus retrouvée dans les thèmes, c'est-à-dire que c'est une appréciation assez personnelle, mais ça va partir de ce personnage de Lölwestein qui a 17 ans, va dans un bal de sa petite ville. On ne sait pas où ça se passe, on part du principe que ça se passe des États-Unis. Moi j'ai l'impression que ça se passe aux États-Unis. Elle participe au bal de la petite ville de T Beach, en plus il y a plein d'abréviations, et elle voit son fiancé, qui est un homme beaucoup plus âgé, qui s'appelle Richardson, si je dis pas de bêtises, qui au fait la quitte au milieu du bal. Il va danser avec une autre femme plus âgée qu'elle, et il va quitter Lölwestein pour cette femme. Et à partir de cet événement où Lölwestein se sent complètement humiliée et elle se sent surtout abandonnée, en plus devant tout le monde dans un contexte de foule, elle va sombrer dans la folie. Elle va passer plusieurs semaines dans un état un peu catatonique, sans parler à personne, en refusant de manger, en se détachant de sa meilleure amie Tatiana qui était présente lors des événements. Et puis assez rapidement après, elle va rencontrer un nouvel homme, elle va l'épouser, elle va quitter T Beach, et pendant 10 ans elle va vivre une vie domestique parfaitement commune, ordinaire, bien organisée, tout ce que vous voulez, avant un jour de décider de revenir à T Beach et de se confronter en quelque sorte avec son passé. Ce qui est particulier du point de vue narratif, c'est que toute cette histoire, elle n'est pas du tout racontée du point de vue de Lölwestein. Lölwestein, elle est imaginée par un homme qui la rencontre lors de son retour, donc 10 ans après les événements du casino, et qui est amoureux d'elle, et qui va imaginer les événements de cette nuit, qui va imaginer toute l'intériorité de Lölwestein, tout en admettant lui-même qu'il ne connaît pas du tout que c'est quelque chose de complètement ambigu, et que par moments il invente, que par moments il crée. Donc c'est un récit qui est constamment dans une tension entre vérité et mensonge, et c'est un récit où l'on ne sait jamais vraiment à qui on peut faire entièrement confiance, puisque Lölwestein elle-même livre des versions complètement contradictoires de sa propre histoire. Par la suite, il va y avoir également bien d'autres, il va également y avoir d'autres personnages, et ça va tout se tourner autour, j'ai l'impression que ça s'est quand même beaucoup focalisé, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça parle de folie féminine, folie qui est imposée par le monde, un monde qui est insupportable, un monde dans lequel cet environnement bourgeois étouffant, rempli de règles, dans lequel Lölwestein évolue, qui finalement l'a conduit à la folie. Cet environnement bourgeois plus tard, avec tous ces couples qui se trompent plus ou moins chacun mutuellement, qui sont eux-mêmes complètement dans le mensonge et dans l'invention, qui se décrédibilisent complètement au fil des pages. J'ai trouvé ça génial. Chaque page c'était vraiment une gifle, chaque page c'était extrêmement puissant. Je me suis beaucoup retrouvée dans certaines thématiques, justement notamment celle des problèmes de santé mentale, appelons un chat, qui sont désignés ici sous terme de folie, mais j'ai été tellement touchée par ces thématiques de l'adolescence qu'on a perdu, qu'on n'arrive plus réellement à retrouver. Vous savez aussi que j'adore le thème de la mémoire, donc forcément il y a cette mémoire un peu proustienne qui est Lazare, mais cette idée, voilà, on se souvient de quoi finalement dans la vie, comment on peut appréhender le passé, surtout quand le passé il est fragmenté, surtout quand le passé il est complètement subjectif. Quels sont les souvenirs, quels sont l'univers intérieur qu'on se crée, comment on gère un traumatisme, comment finalement on ne peut jamais échapper à ses propres traumatismes. Enfin bref, c'était absolument génial comme lecture, c'était vraiment une lecture merveilleuse. Et je veux continuer à lire Duras parce que plus je la lis, plus je l'apprécie. Je sais que certaines personnes ont beaucoup de mal avec son style parce que c'est très particulier, encore une fois.
Malgré toutes les difficultés de cette narration qui peut effectivement mener parfois le lecteur à confusion, j'ai trouvé ça splendide. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé qu'il y avait une immensité derrière la plume de Duras, et ça a été également de mes gros coups de cœur de cette fin de printemps, début d'été. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Je suis plutôt contente de mes lectures pour ce mois, je crois que j'en compte 10 sauf erreur, qui ont été sélectionnées parfois parce qu'elles étaient courtes, comme c'est le cas de Cup of Rage. Mais même les choses que je n'ai pas aimées, je me rends compte que j'avais des choses à dire dessus, ce qui est plutôt positif d'une certaine façon, et je me rends compte qu'elles m'ont quand même laissé un impact. Donc voilà, j'ai très hâte de revenir vers vous comme promis avec ce bookshelf tour que je dois encore compléter et qui sera une très longue vidéo. Je crois que ça risque de faire à peu près 1 heure de vidéo. Très hâte également de revenir vers vous avec une vidéo vers la fin de ce mois avec mon bilan de la première moitié de l'année 2021, puisqu'elle a été remplie de très bonnes lectures, et également une autre vidéo sur mes lectures préférées de tous les temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et que vous voulez voir plus de contenu. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, où je communique de façon quotidienne en stories ou en post. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.